Aujourd'hui, je vais parler spécifiquement des relations qui sont fondées sur ce qu'on appelle le lien traumatique. Je vais vous présenter 8 schémas relativement courants que l'on va observer dans ce genre de relations. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, souvenez-vous de vous abonner. Faites un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, ça aide au référencement. Et bien entendu, appuyez sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Le lien traumatique est un terme qui est utilisé pour décrire une dynamique très importante, essentielle presque, dans toute relation narcissique. Le lien traumatique reflète un schéma par lequel une personne reste liée ou bloquée ou demeure d'une façon ou d'une autre dans une relation qui est malsaine, qui est caractérisée par la manipulation, l'invalidation, les abus émotionnels ou d'autres formes d'abus d'ailleurs. Et ça va être le lien traumatique. Alors des fois, ça vient d'expériences précoces, hein, par exemple dans votre famille d'origine, avec un ou des parents narcissiques. Ça va être des relations négligentes, chaotiques, incohérentes, et certaines fois même franchement abusives, qui vont affecter la forme d'attachement et les attentes que l'on peut avoir, qui vont faire qu'on va associer amour et abus, ou alors à considérer toute relation comme un endroit où on doit toujours travailler pour maintenir l'intérêt du partenaire. Alors, le lien traumatique peut bien entendu exister depuis l'enfance, hein, comme je viens de le décrire, mais très souvent, on va voir qu'il se manifeste, et d'ailleurs même le plus souvent, dans des relations intimes adultes, mais ce n'est pas une exception. Enfin, il peut aussi se produire dans des amitiés proches ou même dans des relations au travers des milieux professionnels. Les cycles de liens traumatiques sont extrêmement difficiles à briser et généralement, ça va vous prendre du temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 dynamiques qui sont relativement standards, qui sont très utilisées et qu'on peut observer dans la plupart de ces relations traumatiques. Et donc il peut être très important pour vous de les comprendre, pour comprendre ce qui se passe ou ce qui peut se passer dans votre relation. Le premier schéma est celui de la justification. Alors la justification, c'est vraiment le mouvement signature des relations basées sur le lien traumatique. Je crois que j'ai dû l'entendre des milliers de fois. Et généralement, ça va être une litanie du genre « oui, mais il ne le pense pas » ou « il est stressé » ou « elle est stressée » ou « mon parent a une enfance difficile, ça n'a pas toujours été facile pour elle ou pour lui, c'est pas de leur faute, c'est pas de sa faute, blablabla, blablabla, etc., etc., etc. » Cette justification du lien traumatique, c'est presque un réflexe en fin de compte. On n'y pense même pas. Et c'est en fin de compte une manifestation de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est ce qui se passe lorsque ce que vous observez, ce que vous voyez, ne correspond pas à ce que vous pensez ou l'image que vous avez dans votre tête en quelque sorte. C'est-à-dire, il dit qu'il m'aime et il m'insulte. Il y a un truc qui ne va pas. Dans ce cas, la dissonance cognitive fait qu'on ne se sent pas très bien, donc on va essayer de rééquilibrer le truc pour que ça puisse correspondre. Il y a 2 façons de rééquilibrer le truc, ou bien se confronter à la réalité et se dire « ok, s'il m'insulte, c'est qu'il ment quand il dit qu'il m'aime, donc il ne m'aime pas ». Donc dans ce cas-là, on fait face à la réalité, mais de devoir faire face à la réalité, des fois, ça peut être un petit peu compliqué, de se dire « il m'aime pas », etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, on va trouver une excuse, on va trouver quelque chose pour faire remettre à niveau la dissonance cognitive. Et donc, ça va être « il est stressé » ou « il a une enfance difficile » ou une excuse plus ou moins bidon. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire pour remettre à niveau la dissonance cognitive. Et ça commence régulièrement dans l'enfance. C'est quelque chose de relativement enfantin parce que quand on est enfant, on va nécessairement justifier le comportement ou les
porte-parole du parent narcissique et abusif, parce que bien entendu, quand vous avez 4, 5 ou 6 ans, ou je ne sais pas, et que votre parent se comporte de façon totalement abusive envers vous, en vous disant que vous êtes bon à rien, etc., etc., vous allez bien entendu pas vous dire peut-être qu'il est narcissique et en fin de compte c'est lui le problème. Non, bien entendu. Vous allez le prendre sur vous, vous allez lui donner des excuses, etc. Et puis la balle est lancée. Et c'est pour ça que cette façon de penser, ça devient en fin de compte presque un réflexe aussi dans les relations d'adultes. Ça maintient donc, excusez-moi, les gens coincés dans des relations narcissiques et ça permet aussi aux autres d'en faire autant du coup. Le deuxième schéma, c'est de croire aux fausses promesses d'avenir. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet des fausses promesses d'avenir, donc n'hésitez pas à la trouver. Et les fausses promesses d'avenir, c'est un élément clé également des relations narcissiques. Ça va être une des promesses, des nombreuses promesses, j'ai oublié de le dire, qui sont faites dans une relation narcissique. Mais oui, bien sûr, je vais te soutenir quand tu retourneras à l'école. Pour l'instant, on fait ce que je veux, mais après, tu pourras retourner à l'université et puis, t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Ou, bah oui, mais quand je prendrai ma retraite, on va pouvoir faire ceci ou cela. Quand ceci ou cela arrivera, et ça arrivera d'ici peu, tu vas voir, on pourra faire ceci, on pourra faire cela. Et ça, on le voit aussi très souvent lorsque les choses commencent à devenir un petit peu bancales dans la relation, où vous, par exemple, vous commencez à faire des démarches pour quitter la relation, pour dire oui, bon, là, maintenant ça va bien comme ça. Et là, tout d'un coup, vous avez votre partenaire qui va vous dire, je vais suivre une thérapie, je vais travailler sur moi-même, je vais changer, etc. Oui, bon, ça n'arrive pas vraiment. Certaines de ces choses peuvent arriver un petit peu, hein. J'en ai vu quelques-uns arriver en thérapie, généralement, surtout avec moi, ils ne restent pas très longtemps, donc on les voit 2-3 fois, puis après on n'entend plus parler. Et puis, voilà quoi. Et si vous restez suffisamment longtemps dans ce type de relation, et dans ce lien traumatique, c'est quelque chose qu'on veut croire. On veut bien croire qu'il va changer. On veut bien croire qu'il va finir par comprendre. Donc, du coup, ça devient, plutôt que d'être une promesse jetable qui veut absolument rien dire, ça devient une petite branche à laquelle on s'accroche et puis on justifie, donc on passe également à la justification, oui, mais il n'a pas encore eu le temps parce que ceci et cela, et boum, donc du coup on est reparti dans le lien traumatique. Les personnes qui sont dans ce lien traumatique peuvent même partager ce genre de choses, de promesses avec des amis. Hein. Oui, il y a ma femme ou mon mari qui dit que enfin on va déménager l'année prochaine, je vais pouvoir poursuivre ma carrière et les choses vont pouvoir avancer. Le déménagement, il ne viendra jamais. La personne qui est liée par ce lien traumatique est en train de vivre dans un espoir, mais elle ne vit pas dans la réalité. Le troisième schéma du lien traumatique est que l'on a sans cesse la même dispute. C'est ce qu'on appelle une compulsion de répétition dans la relation de lien traumatique. Vous allez avoir cette même dispute sans résolution parce que le partenaire narcissique ou toxique n'a aucune intention de changer. Alors ça peut s'agir d'argent, de passer du temps ensemble, de votre mère ou de son père, ou des enfants, ou de ce que vous voulez. La chose ne s'arrangera jamais, ça n'en finit jamais. Ça va être la même dispute en période de fête, la même dispute quand vous devez aller voir votre mère ou votre père ou ce que vous voulez, la même dispute à chaque fois. Vous ne pourrez pas l'éviter. Alors les disputes dans le couple, je sais que ça peut en surprendre certains, mais en fin de compte, déjà, c'est pas aussi courant qu'on voudrait bien le croire. Et de plus, dans les couples normaux, alors bien entendu, on n'est pas toujours d'accord sur tout. La plupart du temps, ça se discute. Pas ça se dispute, mais ça se discute avec un C. Et la plupart du temps, on va trouver une solution. Si la discussion s'enflamme pour une raison ou pour une autre, il se peut qu'on arrive à un moment où on voit bien que si on reste chacun sur notre continent, les choses ne vont pas se rapprocher. Et donc, on finit par donner un peu de lest d'un côté ou de l'autre. Alors, on peut avoir une ou deux disputes sur le même sujet.
Et après, on n'a plus de dispute. Après, on peut avoir une discussion, et puis après, on n'en parle plus. Après, la chose est réglée. On a trouvé une solution. La dispute, c'est une façon de communiquer qui n'est peut-être pas toujours la plus efficace, mais qui peut permettre à un moment donné de dire, bon, bah, ok, le problème est important, il va falloir le résoudre, parce qu'on ne peut pas continuer à se disputer comme ça, c'est pas le but pas le but du couple, donc il va falloir vraiment trouver une solution à ce problème. Mais ce n'est pas le cas dans une relation narcissique. Là où dans un couple normal, on va avoir une ou deux disputes sur un sujet, puis après on passe à autre chose. Après, on va peut-être avoir une ou deux disputes sur un autre sujet. Non, eux, non. Vous allez avoir la même dispute, de la même façon, avec les mêmes arguments, avec la même façon d'agir, et toujours sans solution. Vous ne trouverez jamais de solution. Un élément qui est régulièrement oublié et qui est négligé, c'est que les personnalités toxiques sont psychorigides et ne changent pas. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Donc, il n'y aura jamais de reconnaissance, il n'y aura jamais de remise en question, il n'y aura jamais de concession de la part de l'autre personne. La seule chose qui peut se produire, c'est que vous devez vous adapter à cette personne. Et si vous ne le voulez pas, pour une raison ou pour une autre, parce que c'est quelque chose d'important ou illogique ou ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dépasser cette limite, eh bien, le cycle va continuer et va se répéter ad vitam aeternam. Ça ne va jamais être résolu. Quatrièmement, vous avez presque une pensée mystique et magique concernant le partenaire lié par le traumatisme. Alors, par exemple, si quelqu'un vous fait remarquer que la relation dans laquelle vous êtes est peut-être malsaine, eh ben, on va trouver des explications un petit peu pas très claires. Ça va plutôt être un truc du genre, ouais, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas, personne ne peut comprendre ce qui se passe entre nous, ça peut être violent des fois, parce que c'est de l'amour violent, ou... Enfin bref, c'est une espèce de référence magique qui tient pas vraiment debout, une forme de justification qui en plus vous maintient coincé. Et c'est quelque chose que personne d'autre que vous ne peut comprendre, bien entendu, donc c'est magique. Mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas vécu ça. Donc, généralement, lorsque je parle avec certains de ces clients ou de ces clientes, et qu'on arrive à ce genre de situation, je dis, bah, ok, qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne? Quel est ce... Enfin, je veux dire, donnez-moi quelques qualités. Alors, généralement, on va tomber sur un truc du genre, oui, bah, il est gentil. Ben oui, ben j'espère. Enfin, logiquement, vous êtes un couple. Hein, il prétend vous aimer. Donc, qu'il soit gentil, je veux dire, il n'y a pas de quoi lui donner une médaille. Hein, la plupart des gens sont gentils. Moi, je connais beaucoup de gens gentils. Hein, il n'y a rien de spécial à être gentil. Et en fin de compte, ben, tout ça, c'est des bulles de savon, en quelque sorte. Ça, c'est également donc une façon de tenir un lien traumatique. Le cinquième schéma, c'est la peur de partir. Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que même quand une personne se rapproche de la reconnaissance que ce n'est pas une relation saine et qu'il va falloir s'éloigner, la personne prend peur. Alors, il y a la peur peut-être qu'on manque d'argent, on n'a pas suffisamment d'argent, etc., soit, mais disons que, par exemple, dans certains parcours avec les clients ou les clientes, je les ai aidés à trouver un boulot, essayer de se libérer économiquement parlant, parce que ça va être la première phase. Et puis, là, arrive le second blocage, qui est le blocage dont je parle en ce moment et qui est le plus important, et c'est le doute de soi. Et c'est, mais et si j'ai tort ? Parce que vous avez passé tellement d'années à justifier, à douter, à être confus, que ça devient une peur de partir et d'aller vers l'inconnu, en quelque sorte. Parce que même si c'est désagréable d'être avec cette personne-là, ben, au moins vous savez ce que c'est. Ça ressemble beaucoup, d'ailleurs, puisque, comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai travaillé avec le problème sectaire, et ben ça ressemble énormément à cette forme d'endoctrinement que l'on rencontre dans le phénomène sectaire.
Les sectes, par exemple, comme les témoins de Jéhovah, eh ben, ils vous enserrent dans la secte, et si vous en sortez, ben, vous allez mourir à Armageddon, le monde est horrible, c'est plein de prostitution, Babylone, machin, etc. Enfin, bref, les gens ont une peur bleue de ce qui va se trouver à l'extérieur de la secte. Et bien là, c'est à peu près la même chose, mais au lieu d'être en dehors de la secte, c'est en dehors de la relation. Mais croyez-moi, vous pourrez. Dans ce cas-là, faites-vous aider par un psy qui connaît ce genre de problème. Et c'est parfaitement possible à faire. Et vous ne le regretterez pas. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont ce genre d'expérience, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour encourager les autres. Le 6e schéma, c'est celui de devenir le guichet unique de votre partenaire, comme je l'appelle. Le guichet unique, c'est le fait de vouloir être la seule personne importante pour le partenaire narcissique. Donc non seulement vous êtes leur partenaire, mais vous êtes une forme d'assistant personnel, vous êtes son ami, son thérapeute, son parent ou sa mère, son père, la personne qui les apaise, leur chef, leur femme de ménage, leur supporter, leur maîtresse ou leur amant, enfin bref. Vous essayez de rassembler tout ce qu'ils veulent et d'être tout ce qu'ils veulent dans une seule personne, vous, et le pire, c'est que certaines personnes, ou pas mal d'ailleurs, me disent, une fois que la personnalité narcissique vous a usé jusqu'à la fibre et puis va voir ailleurs, c'est de se dire, et si cette autre personne peut lui donner ce que moi, je n'ai pas pu lui donner? Comme si c'était quelque chose vraiment, comme si c'était un but dans votre vie, d'être quelque chose pour cette personne. Franchement. Donc, vous essayez de tout ça, vous essayez d'être tout ce qu'ils veulent, et puis, ça marche pas. Hein, ils sont pas toujours, vous faites pas toujours la bonne chose au bon moment de toute façon, donc voilà. Et vous continuez à vous dire, mais si j'en fais suffisamment, si je suis comme il le veut, il va être heureux, et ça va marcher, je vais le rendre heureux, et ça va marcher entre nous. Eh ben non, flash info, ils ne seront jamais heureux. Il ne sera jamais heureux. Elle ne sera jamais heureuse. Elle trouvera toujours quelque chose. Et ce n'est pas parce que il vous manque quelque chose, mais c'est parce que eux ne sont pas capables d'être heureux en quelque sorte, d'être heureux avec vous ou avec n'importe qui d'autre. Le 7e schéma est celui de cacher vos sentiments et vos besoins. Et c'est peut-être un des schémas les plus douloureux dans la relation et dans le lien traumatique. Vous sentez, vous avez la forte impression que vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus partager vos sentiments, vos besoins, vos vulnérabilités. Et en fin de compte, le pire, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas seulement une impression que vous avez, vous ne pouvez pas partager ces choses. Parce que si vous les partagez, vous allez être blessé en retour. Donc, on part dans un schéma de cacher ses besoins et ses sentiments dans la relation. Et ce n'est pas seulement une façon de survivre, alors c'en est une, hein, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une dévalorisation de vous-même, c'est aussi une peur de contrarier la personne narcissique, ça serait horrible, ça serait, ah là là, du coup, on va repartir sur un truc invivable, et donc, c'est cette façon de marcher sur des œufs, d'ailleurs dont j'ai parlé dans une vidéo antérieure sur l'omelette narcissique. Donc, on commence par retenir ses besoins, retenir ses sentiments, pour essayer de garder une illusion de la relation en vie. Alors ouais, c'est vrai que vous pouvez garder la relation en vie de cette façon-là, c'est vrai, ça peut durer d'ailleurs assez longtemps. Et stratégiquement, en fin de compte, si vous voulez rester dans cette relation, ouais, vous ne pouvez pas partager vos sentiments, vous ne pouvez pas partager vos émotions, parce que vous allez subir des manques de respect, vous allez subir des conflits, vous allez subir pas mal de choses. Donc, c'est une façon de tenir la relation à flot plus ou moins, et une dévalorisation de vous-même. Donc, le prix à payer est extrêmement élevé pour ce genre de relation, surtout pour ce que vous pouvez en tirer en fin de compte. Est-ce que ça en vaut vraiment le prix ? Je ne trouve pas.
Le 8e et dernier schéma dans cette vidéo, c'est de rationaliser la relation auprès d'autres personnes ou alors de cacher un petit peu tous ces schémas aux autres. Lorsque les personnes qui sont liées par ce traumatisme sont conscientes de ce qui se passe en fin de compte dans leur relation et que c'est en fin de compte pas une bonne image, donc pour les raisons que je viens de citer en fin de compte, les personnes sont prises dans un cycle de défense envers elles-mêmes. Parce que, justement, on commence à arriver au fait de « ouais, mais le quitter, ça va être impossible, ça va être difficile », enfin bref. Donc, on est en système de défense envers soi-même, et donc ça va s'étendre au monde en général. Il y a des choses qu'on ne va pas vouloir voir, et qu'on préfère ne pas voir, et qu'on va rationaliser en quelque sorte. Comme quand un enfant grandit dans un foyer qui est extrêmement abusif ou chaotique, il va parler de son enfance ou de ses parents en termes élogieux, heureux, parce que la honte d'avoir une famille comme ça peut être écrasant. Donc une personne liée par ce traumatisme va décrire la relation comme extrêmement bonne. Et ça, je peux en parler parce que j'ai eu quand même quelques relations dans ce cas-là, et c'est un fait qu'à l'extérieur, au contraire, je parlais de mes relations comme extrêmement fantastiques, etc. C'est pas des choses dont on parle à l'extérieur. Il y a une forme de pudeur qui fait que on n'ose pas parler de certaines choses, on préfère ne pas parler de certaines choses, on préfère les cacher, parce que aussi ça risque de mener à des explications sans fin qu'on ne veut pas avoir, qu'on ne veut pas, des choses dont on ne veut pas parler. On a tellement bâti là-dessus qu'en fin de compte, on n'ose pas en tirer une pièce de peur que tout s'écroule. Donc du coup, oui, on rationalise, on ne parle pas, on ne parle que de choses élogieuses, etc. C'est également quelque chose que j'ai vu régulièrement avec certains de mes clients ou de mes clientes qui vont parler de certaines choses de manière élogieuse dans leur couple ou dans leur conjoint ou conjointe. Et généralement, j'écoute ce que me disent mes clients. Et donc, du coup, quand la personne me dit « oui, mais en fin de compte, il a au moins cette qualité, il est toujours très, il est toujours très respectueux », généralement, c'est là où je choisis de dire « mais vous me dites qu'il est respectueux, mais vous m'avez dit la dernière fois, ou il y a 3 semaines, qu'il vous avait dit ceci et cela. C'est pas respectueux, ça, c'est pas vrai. » Ah ouais, c'est vrai, tiens, j'y ai jamais pensé. Parce que vraiment, on tire un trait là-dessus, on garde l'image que l'on a du narcissique, la pub qu'il fait, et du coup, voilà, quoi. Les choses ne tiennent pas et on a répété une vérité. Et donc on s'est fait cette vérité alternative, on s'est fait cette rationalisation en quelque sorte. Et dans ce cas-là, mon travail, c'est de leur faire remarquer que, non, là, le problème, il est bel et bien là, et non, ils ne sont pas aussi gentils qu'on me dit qu'ils le sont, et non, les choses ne vont pas aussi bien ou ne sont pas allées aussi bien qu'on le pensait. Et donc, en fin de compte, ça n'est pas de leur faute si les choses, tout d'un coup, vont mal. En fin de compte, ça a toujours été comme ça, mais elles ne l'avaient pas remarqué. Donc voilà, à peu près la plupart des principes des liens traumatiques. Et puis, la question que les gens se posent après ça, c'est « bon, mais c'est permanent ce truc-là ou ça peut changer ?» Oui, heureusement que ça peut changer, c'est pas permanent. Alors non et oui. Non, c'est pas permanent et oui, ça peut changer. Mais c'est laborieux, c'est difficile, ça demande du travail. Et là, il va vous falloir trouver un psy qui puisse vous aider avec ça, qui sache ce que c'est que le lien traumatique et comment il est relié dans les relations narcissiques. Et donc, c'est parfaitement possible à travailler. Le lien traumatique est le plus souvent la raison pour laquelle les gens me disent des fois, en fin de compte, quand je rencontre un mec bien ou une femme bien, gentil, stable, compatissant, sans drame, sans problème, je me dis, oh ouais, mais j'ai pas l'impression d'avoir une connexion, quoi. Ça me dit rien, il y a rien, quoi. Il y a pas de relief dans cette relation. C'est en fait le fait que il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de montagne russe, etc. Et donc du coup,
vous faites la confusion entre lien traumatique et amour. Et ces deux choses n'ont absolument rien à voir. Et bien au contraire, ouais, l'amour est beaucoup plus fort que le lien traumatique. Le jour où vous aimerez quelqu'un, où vous serez aimé par quelqu'un pour qui vous êtes, vous verrez, il n'y a pas photo. Et c'est très différent. Il n'y a pas de honte liée à ça, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas besoin de se poser des questions, il n'y a pas besoin de mettre en doute tout ce qui est dit, tout ce qui arrive, il n'y a pas besoin de marcher sur des œufs, il n'y a pas besoin de tout ça. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de très différent du lien traumatique. Voilà, j'espère vous avoir clarifié un petit peu ces différents points et que ça va vous aider. Et puis, je vous retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Faites bien attention à vous. À bientôt. Au revoir.